Bonjour Chris. Bonjour Sophie. Je te remercie déjà d'avoir accepté cette invitation de venir chez moi pour parler un peu de toi. Mais avec joie et merci à toi de l'invitation. Ben de rien, avec plaisir. Je suis heureuse de partager ça avec toi. Avec grand Vraiment. plaisir. Donc du coup, je vais juste te demander de te présenter, savoir voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pour pouvoir après parler un petit peu de ton expérience et de ton vécu. Avec plaisir. Je t'en prie. Je suis Christine Athènes, j'habite à Mont-d'Alazac, petit village du Causse, bien agréable. Dans l'Aveyron. Dans l'Aveyron. Oui, tout à fait, très proche de Marciac. Je suis professeure de yoga à plein temps. Ouais. Et fait à plein temps. Oui, je propose différents cours, je travaille sous différentes formules. Si on peut appeler le mot travail avec la pratique du yoga, c'est pas quelque chose que j'associe, mais en tout cas, j'ai la chance de vivre de ma passion et de la partager avec le plus grand nombre que je peux dans le monde associatif, en cours privé, en cours individuel. Avec des enfants et des parents en même temps, avec des enfants en déficience sensorielle, voilà, sous plein de formules différentes. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux dire un petit peu donc quelle sorte de yoga tu pratiques? Parce que je sais qu'il y a plein de branches différentes. Donc, est-ce que voilà, tu peux expliquer juste qu'est-ce que c'est exactement? Alors, quand j'essaye d'expliquer ce que c'est comme type de yoga, je me réfère à mon formateur, à la personne qui m'a transmis, en tout cas auquel j'ai compris ce que j'ai compris de ce qu'il a voulu me transmettre. Et j'ai toujours demandé quel était le type de yoga que je pouvais dire. Et il m'a toujours répondu, c'est le yoga de Christine. D'accord. Alors, je n'arrive pas à le catégoriser. Bien sûr, dans nos pays, à l'Occident, on parle beaucoup de Hatha Yoga, c'est des enchaînements de postures, effectivement. On va dire que je fais un melting pot de postures, de méditation et de concentration profonde sur la respiration, tout ça pendant une séance. Ce n'est pas qu'un enchaînement de postures, c'est beaucoup méditatif et concentré sur la respiration. Une méditation de l'action, on va dire. C'est un yoga qui peut être doux, qui peut être actif selon la personne qu'il y a, selon le groupe qu'il y a. Mais ma nature profonde, c'est vraiment d'utiliser la douceur pour arriver à ressentir, à démêler, à étirer le corps. Et le mot démêlage, je le reprends de ce qu'on m'a transmis aussi. C'est vraiment un démêlage corporel pour s'éloigner un peu des pensées automatiques et pouvoir vivre l'instant présent. Donc je résume un yoga doux, méditatif et très concentré sur la respiration, qui est pour moi la baguette magique de la vie. Ouais. La baguette magique de Harry Potter, pour moi, c'est la respiration, le souffle de vie. Et après, la posture se rajoute à ça, les techniques respiratoires se rajoutent à ça, mais tout part de la baguette magique, pour moi, dans ma pratique. Ok. Donc c'est le yoga qui s'adapte à la personne et pas la personne qui s'adapte au yoga. Et du coup, comment le yoga finalement est arrivé dans ta vie? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ta vie depuis longtemps ou... Depuis longtemps, et l'anecdote rigolote, c'est que j'ai commencé à pratiquer le yoga à travers une amie qui était mon esthéticienne à la base, qui est devenue une amie proche et qui m'a tirée comme ça dans un cours de yoga. C'est un moment où j'ai découvert ma sensation corporelle, parce que dans mon parcours de vie avant le yoga, mon corps n'existait pas.
Enfin, il n'existait pas, c'est facile, c'est un peu raccourci, mais Ouais. je ne le ressentais pas. Je n'étais absolument que des pensées et une tête. Et qui, à force, avait le tournis avec ses pensées incessantes, en fait. Et pas de notion de sensation véritable corporelle. Et donc, elle m'a tirée dans un cours de yoga. Et j'ai commencé à pratiquer pour moi en tant qu'élève et je ne me suis jamais arrêtée, en fait. Ouais. Je ne me suis plus jamais arrêtée. Alors, pour te dire combien d'années, je ne sais pas, j'arrive pas à le dater. Je devais avoir une trentaine d'années, je pense. Ouais. C'est arrivé assez tard, hein, en fait, Ouais. dans ma vie. Hein. C'est pas arrivé à 18, 20 ans ou avant. C'est arrivé à une trentaine d'années à peu près, où je suis tombée, tombée dedans en tant qu'élève. Et j'ai pas réellement, et puis de fil en aiguille, ça, je suis venue à l'enseigner, mais c'est pas du tout un choix de me dire demain je pars en formation et je vais être professeur de yoga. Ouais. Jamais ça m'a traversé l'esprit comme ça. Oui, c'était d'abord pour toi finalement. C'était d'abord pour moi. Et j'ai beaucoup souffert dans mes premiers cours de yoga parce que mon corps me faisait très 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 mal. Oui, ça te faisait un peu payer le fait que tu ne l'aies pas trop écouté depuis tant de temps. C'est ça. Et d'un coup, là... C'est ça. Il disait, mais en fait, je suis là, moi. Je suis là, moi. Ouais. Et il s'est bien fait écouter et comprendre. Ouais. J'avais très, très mal de bouger. Enfin, très mal. Les étirements, la respiration, c'était très compliqué au début. Ça a été de la persévérance parce que je sais que j'avais besoin, par contre, d'être dans mon corps et de l'habiter enfin, en fait. De l'habiter enfin. Oui, il y avait ce côté douloureux, mais tu as quand même continué alors que tu aurais pu dire non, là, c'est pas fait pour moi du tout. Non, c'est pas mon truc. Ouais. Avant ça, je faisais beaucoup de sport, de gym, de course, beaucoup de sport, en fait. D'accord. Avant ça, vraiment. Mais à partir de ce moment-là, j'ai choisi que des choses douces, en fait. Ouais, et finalement, c'était douloureux quand même dans ton corps. Pourtant, ça paraît doux. Le yoga, on se dit pas, voilà, c'est pas de la course, t'es pas là, on rentré dedans et tout. Ouais. Alors que finalement, c'est dans ces trucs un peu plus doux que ton corps t'a dit, tu t'occupes pas trop de moi. Ouais, et qu'en fait, j'ai senti toutes les raideurs et les résistances que j'avais créées par mon esprit, en fait. Et par le fait de ne pas l'habiter réellement. Lui, il avait besoin que... on est un entier, un corps et un esprit. Il avait besoin que je l'habite et c'était comme quand on rentre dans une maison qui n'est pas habitée, quoi. Il y a du boulot avant. Ouais, grand ménage. Il y a du boulot avant d'y habiter. Voilà. Et s'approprier les lieux. Et s'approprier les lieux. Et s'approprier les lieux et faire le ménage. Et pour moi, ça passait par la détente, la détente et la détente. Oui, puis c'est peut-être aussi aller à la rencontre de soi et de choses un peu à l'intérieur aussi, tout ça. Et ça vient remuer, voilà, comme tu dis, c'est une maison qu'on va visiter, on va découvrir des trucs peut-être qui ne sont pas très sympas et qu'il va falloir apprendre à vivre avec, ou du moins peut-être à s'en détacher, à régler certaines difficultés qu'on peut avoir. Ça fait ressortir beaucoup de choses. Ouais. C'est vrai que c'est une technique quand même qui a ce côté, au-delà du côté sportif qu'on peut trouver par les étirements, de retour à soi finalement, ce que ne fait pas forcément des autres sports un peu plus traditionnels. On peut le faire aussi, mais en tout cas, on n'est pas que dans le physique, quoi. Il y a tout le reste à côté, et je pense que ça ouvre à plein d'autres choses au-delà du corps, quoi. Ça ouvre à plein de portes, en fait, et c'est une culture au-delà d'une activité physique comme on pourrait faire dans nos pays ou dans nos régions, ou vraiment sur cette partie de la planète où on le prend comme une activité sportive qui étire bien et qui déploie la respiration. Il n'y a pas de souci avec ça, mais après, ça ouvre plein de portes parce qu'on s'aperçoit que c'est un état d'être. L'état de yoga, c'est un état. C'est pas parce qu'on fait 1 heure de posture qu'on va tomber dans un état de yoga. Si je peux faire le parallèle, un jour, on m'a fait cette image et ça m'a parlé. C'est comme tomber amoureux. On ne décide pas un jour qu'on va être amoureux. On tombe, c'est malgré nous, quoi. Et cet état de yoga, à force de pratiquer certaines techniques, on tombe dans un état, en fait.
Tu veux dire que c'est au-delà de la séance? C'est au-delà de la C'est quelque séance. chose qu'on ressent au quotidien C'est et qui au-delà fait partie ouais. après de toi, quoi. Ouais. C'est bien au-delà de la séance. Ouais, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ouvre plein de portes nouvelles et finalement qui peut-être étaient complètement... il y avait une cloche dessus depuis tant d'années ou voilà, suivant le vécu qu'on a eu et c'est des choses auxquelles on n'avait pas accès et pourtant c'était juste là, quoi, pas très loin. C'est juste là, c'est ressentir et du coup peut-être comprendre. En fait, on passe par la porte, je trouve, moi en tout cas, c'est mon chemin, de passer par la porte du ressenti corporel pour comprendre comment on fonctionne, que les pensées c'est des pensées, qu'on n'est pas associé à ça, qu'on est un tout beaucoup plus global que ce qu'on veut bien voir au préalable en fait. Moi, ça m'a permis de comprendre à travers le corps, de comprendre comment je fonctionnais réellement. Et finalement, petit à petit, de se comprendre plus et de s'accepter petit à petit. C'est vraiment tout ça, c'est petit à petit. Hein. Mais l'état de yoga, c'est un état qu'on peut aussi connaître dans d'autres situations que dans un cours de yoga. C'est un état contemplatif et on peut le vivre dans plein de moments de vie finalement. Mais on s'aperçoit qu'à travers la pratique, cet état, il est souvent là. Oui. C'est à travers la pratique qu'on s'aperçoit que cet état, il est souvent là. Mais on ne l'identifie pas. On n'y met pas un nom dessus. Voilà. Moi, la pratique, elle m'a fait comprendre que l'état d'être, l'état de yoga, c'est l'état d'unité et que c'était souvent là, en fait. Oui. Mais pas catégorisé, voilà. On ne catégorise plus, finalement. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et puis, est-ce que du coup, le fait de se diriger vers ce genre de technique, en tout cas de pratique, où on peut avoir accès à tout ce qui est un petit peu spiritualité, ésotérisme, des choses un peu plus, qui peuvent peut-être pas parler à tout le monde au premier abord. C'est vrai que c'est ça aussi peut-être... des portes qui s'ouvrent aussi au fur et à mesure finalement. On va au-delà des apparences et on va essayer de mieux comprendre ce qui nous entoure et tout ça. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir trouver la technique qui nous permet de toucher du doigt peut-être des choses qui vont au-delà de nous et qui font du bien quand on commence à se les approprier pour aller à la rencontre de soi finalement. Et par rapport à ton histoire auparavant, par rapport à avant le yoga finalement, est-ce que tu avais déjà autour de toi des personnes qui t'ont parlé de ça ou est-ce que c'était vraiment des choses que tu n'avais pas du tout accès et du coup qui t'étaient complètement inconnues et ou c'est tout ce qui est ce côté peut-être de l'écoute de son corps, de juste ça, d'être à l'écoute de son corps, de savoir que parfois le mental il prend tellement de place que finalement c'est plus vraiment objectif et que c'est ça qui peut amener aussi des états de mal-être ou de souffrance, et de souffrance vraiment réelle jusqu'à la maladie souvent. Avant la pratique du yoga, j'étais quand même sensible à, on va dire, à une forme de vie. Je ne sais pas comment utiliser les mots, mais en tout cas, je me suis toujours posé la question, le comportement de chacun, le monde du jugement, c'est quelque chose, le comportement humain, c'est quelque chose qui m'a toujours interpellée quand même. Et en ayant toujours senti qu'il y avait quelque chose de plus grand que ça, de plus grand que une énergie plus grande, je ne sais pas quel mot y mettre. En tout cas, je me sentais à l'étroit dans ma vie humaine. Tant et si bien que je n'étais pas investie dans mon corps, donc j'étais encore plus à l'étroit dans ma tête et que dans ma tête. Donc c'était très étroit comme vie. Mais par contre, même avant le yoga, je ressentais que c'était étroit. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui collait pas en fait. Que c'était, il n'y avait pas trop de sens à ça. Et j'étais un peu enfermée là-dedans parce que
quand j'ai exprimé mon hypersensibilité en étant enfant, ça n'a pas été trop compris à l'époque. C'est pas du tout la même époque qu'aujourd'hui. Ça n'a pas été trop compris, ça n'a pas été du coup accueilli comme tel. Et cette incompréhension, je la ressentais sans devoir l'exprimer. Ce qui m'a amené à nier tellement mon corps que ça m'a développé une maladie mentale qu'on appelle, qui est l'anorexie. Une anorexie vraiment importante dans les plus jeunes années de ma vie en fait. Juste parce que je ressentais, sans pouvoir y mettre des mots dessus, je ressentais un décalage entre ce que je ressentais et le monde extérieur. Et ce que me renvoyait mon entourage. Il y avait une dissonance qui... Voilà. Et à force de rester vraiment que dans ma tête, en fait, j'ai développé cette maladie. Je ne sais pas si on peut l'appeler maladie, ou en tout cas, on dit maladie mentale, mais j'ai développé l'anorexie pour nier un peu, en fait, cette vie qui était là et que je ne comprenais pas. C'était un peu comme pour la nier, en fait. Et puis là, je me suis aperçue qu'en étant allée très loin dans cette pathologie, jusqu'à être hospitalisée quelque temps, vraiment jeune, je me suis aperçue de quelque chose qui jaillit au fond de soi, en fait. Et que la force de vie, elle a été plus forte que tout. Et c'est reparti. Et bien plus tard, parce que je ne m'en suis pas aperçue sur le moment, mais bien plus tard, ça m'a quand même scotché. D'avoir... Il y a quand même quelque chose au fond là de nous qui est tellement fort, qui de ces épreuves fait ressurgir quelque chose en fait. Et cette force de vie, elle m'a sortie de la maladie et là, pour preuve, maintenant je mange très bien. Même trop bien. En fait, je rattrape quelques années de pénurie alimentaire, on va dire. Mais ça me permet de comprendre aussi des personnes qui vivent ça. Que c'est pas un caprice, que c'est pas... que c'est quelque chose de super profond et que l'aliment, il est aussi la base de la vie en fait, et qu'il y a une incompréhension de la vie, il y a quelque chose qui jointe pas en fait, et qui fait qu'à travers l'aliment qu'on n'arrive pas à ingérer en fait, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas c'est comme si on n'arrivait pas à s'insérer dans la vie. Je sais pas, moi, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Donc, il y avait des questionnements profonds avant la pratique. Et cette pratique, ça m'a ouvert des portes de compréhension, vraiment. Finalement, tu t'en es aperçue après, quoi. Et je m'en suis aperçue. Ouais. Là, c'est avec du recul, tout ça. Quand on est dans la pathologie, c'est beaucoup de souffrance physique. D'abord, l'anorexie, j'ai ressenti beaucoup de souffrance physique, notamment des douleurs d'estomac très intenses. Mais on est enfermé dans ce truc-là et c'est un enfermement. Voilà. Tout était étroit, en fait. Et quand j'ai commencé à, petit à petit, parce que ça ne s'est pas fait de suite, en pratiquant, à investir mon corps, j'ai pris un peu plus d'espace. Ouais. Et ça m'a ouvert des portes sur après le travail énergétique. C'est-à-dire que je ne fais pas que la pratique du yoga. Je m'ouvre des portes sur plein d'autres pratiques qui amènent un travail vraiment holistique en fait. Et c'est ça. Et donc je vais m'ouvrir à aller rencontrer plein de personnes qui peuvent m'aider aussi à raccorder les wagons en fait. Voilà. Ça ouvre des portes où on est nombreux à se tenir la même. En tout cas, personnellement, je le vis comme ça. Et je le vis depuis vraiment un bon nombre d'années comme ça. En fait. C'est sûr que pour moi, c'est une complémentarité. Une pratique ne détient pas tout. On a plein de formes
de pratique qui peut amener à comprendre réellement l'être magique que l'on est. Et puis le temps aussi qui passe, parce que une technique va arriver dans ta vie, puis une autre, parce que c'est aussi une histoire de rencontre. C'est ça, c'est ça. Et il n'y a jamais vraiment de hasard. C'est ça. Et du coup, ça ouvre toujours, finalement, ça ne s'arrête pas, quoi. Quand on commence à ouvrir une porte, il y en a une autre derrière. C'est ça. Ouais. Et ça ne s'arrête jamais, en fait. Parce que ça ouvre. Et le mot qui nous relie tous, c'est ouverture, en fait. Ouais. Ça ouvre vers autre chose. Et au final, l'état d'esprit, ça ouvre un état d'esprit, en fait, qui montre qu'on est tous complémentaires. Et au-delà des techniques, on est tous avec sa petite pierre à l'édifice complémentaire. Ouais. Donc, je trouve ça assez magique. Ouais. Et du coup, par rapport à ton entourage, par rapport à tes proches, est-ce que... comment est venu le fait de rentrer dans ces choses-là un peu, vu que personne ne pratiquait forcément ce genre de choses, comment ça a été perçu? Chez moi, même personne. Ouais. En tout cas, dans mon environnement, dans mon entourage proche, dans ma famille. T'as mené quelque chose de nouveau, finalement. Personne. Au début, c'était très particulier. Et puis, oui, c'était une surprise pour tous les gens de mon entourage. Des taquineries aussi. Je me souviens que mon frère, il me taquinait sur ça. À me demander si je donnais pas le numéro de ma carte bleue à ma secte. À ta secte, là, tu donnes pas le numéro de ta carte bleue, là. Mais par sa taquinerie, c'était aussi des interrogations sur la technique, sur la pratique et cette ouverture de l'autre côté de la planète aussi. C'est une culture différente, le yoga. C'est une culture vraiment différente. Ça a surpris. Je pense que ça surprend encore, mais ils m'en parlent plus réellement comme ça, en fait. Ils ont compris, je pense, que quoi qu'ils disent, c'était ce que j'avais envie de faire. Oui, et puis maintenant, ça fait plusieurs années, donc c'est pas comme au départ, quoi. Et puis je trouve que c'est vraiment aussi le genre de techniques maintenant qui sont beaucoup plus abordables, même à la campagne. Enfin, je veux dire, on en parle assez librement. Il y a plein de gens qui font du yoga. Enfin, voilà, ça devient... Mais c'est vrai qu'il y a une période aussi où, c'était pas très connu et forcément, c'est qu'est-ce qu'elle va faire? Dans quoi elle va s'enfermer, en fait. Oui. C'était ça l'idée. Les rencontres que tu fais, les formations, qu'est-ce que c'est tous ces trucs Et puis ça te chamboule toi, ça te fait avancer toi, et du coup ça peut créer un petit décalage avec la personne à côté de toi qui avance peut-être de façon différente ou sur une autre direction. Donc ça peut faire peur. Oui. Parce que du coup, avant le yoga, qu'est-ce que tu faisais comme métier? Qu'est-ce que tu avais fait comme études? C'était quoi ton parcours finalement? Alors, j'ai pris pour habitude finalement de changer beaucoup de métiers. Donc en ça, ils n'étaient pas trop surpris, mon entourage. Une nouvelle lubie. Une nouvelle lubie dans sa vie, tiens, ça faisait longtemps. T'as tenu aussi longtemps, bravo. À peu près tous les 8-9 ans, j'avais une plateforme qui commençait à changer. J'ai fait des études j'ai commencé par j'ai fait un bac technologique à l'époque. Ce que un de nos chanteurs connus a appelé le bac poubelle. D'accord. Bac technologique. Donc j'ai fait ce bac poubelle très intéressant. C'était surtout sur l'administratif. En fait. C'était un bac secrétariat administratif tertiaire, en tout cas, ce qu'on peut dire tertiaire. Après, je suis allée... ça a été une lubie aussi, pas compris par mes professeurs, mais je suis allée étudier le droit. J'ai fait 2 ans de droit. Et un comique dirait tout le reste de travers. Mais en tout cas, j'ai fait du droit. Et ça m'a énormément plu de comprendre le droit constitutionnel et comment fonctionnait le pays déjà de par sa gouvernance et tout ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que je pense qui devrait être vraiment même bien avant au lycée et tout ça. Le droit constitutionnel, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup amené dans ma vie. Mais c'était une histoire de rencontre. C'est parce que les professeurs sur lesquels je suis tombée
ont été vraiment géniaux. Ouais, Et on nous a transmis avec les guignols de l'info d'accord. l'apprentissage du droit constitutionnel. Et donc, Finalement, de la politique, de ouais, comment voilà, tout ça a été... comment tout ça s'entremêle et comment ça se passe réellement au niveau constitution. Ouais. Et ça, c'était super. Et ensuite, j'ai fait un BTS assistant de direction. Je suis revenue au tertiaire. Donc, j'ai fini assistant de direction. Après avoir eu mon diplôme, je suis rentrée dans l'usine Bosch à Rodez. Pour tous ceux qui connaissent la région, c'est THE usine. Ouais. L'employeur. L'employeur de la région. Et là, j'y suis restée 10 ans, en fait. Man administratif, ressources humaines et comptabilité ensuite. Et puis, je m'apercevais qu'au bout d'un moment, ça n'allait plus pour moi, ça ne me nourrissait plus vraiment l'être que j'étais en tout cas. Et alors là, le chamboulement dans ma vie, dans la famille, parce que je décidais de quitter Bosch et quand on le décide comme ça, sans que ce soit la fin de la carrière, c'est le drame pour tout l'entourage. Oui, parce que c'était une place finalement sécurisante pour tout le monde. Ah, tu avais oui, ton oui, petit truc tracé, quoi. Casé. Ouais. Tu avais Comment ta on peut dire carrière. Voilà, la carrière est casée. Et bien non, mais grâce à eux, par contre, je suis allée faire un bilan de compétences. Ouais. Et grâce à eux, j'ai pris un congé individuel de formation de 1 an et 1 an de disponibilité derrière. Ouais. Donc, c'est quand même une entreprise qui procure beaucoup de Davantage, possibilités, d'avantages sur ça. Et je suis allée passer le diplôme de visite médicale. Et j'ai fait 8-9 ans de visite médicale. D'accord. J'ai fait après, j'ai eu, après le diplôme, j'ai eu un CDD, un premier travail, où là j'ai pris une disponibilité chez Bosch pour une prudence. Oui. Et après, je me suis embarquée dans la visite médicale et j'ai travaillé dans la région, j'ai travaillé dans le centre de la France, j'ai travaillé en région parisienne. J'ai travaillé en Basse-Normandie. Enfin, ouais, ça t'a permis en plus de bouger. Je suis partie. Ouais. Je suis partie travailler et rencontrer nos campagnes puisque je voyais tous les médecins généralistes. Donc, toutes les campagnes, un peu partout, j'ai parcouru. Ça m'a donné un sens de la débrouillardise aiguisé parce que voilà, on est très autonome dans ce métier, il faut se débrouiller vraiment tout seul. Et ça amène beaucoup. Ouais. De se débrouiller tout seul, ça amène vraiment beaucoup. Et puis ça suffisait pas. Donc il a fallu qu'à un moment donné... mais là, c'est un parcours de vie, voilà, c'est un licenciement dans la visite médicale qui a fait que je suis tombée dans une autre entreprise d'oxygène et là, je sentais que ça avait plus de sens. En tout cas, l'entreprise dans laquelle j'étais n'avait pas de sens pour moi. Donc, je me suis arrêtée. Je me suis d'abord arrêtée de travailler. J'avais la pratique du yoga déjà dans ma vie. D'accord. Je me suis arrêtée de travailler, j'avais déjà la pratique du yoga. Mais je sentais que si je restais dans ce travail-là, le déséquilibre était vraiment important. Et j'ai arrêté de travailler, j'ai pratiqué beaucoup pendant mon arrêt de travail. Et l'enseignement est venu à ce moment-là. Par mon professeur de yoga de l'époque, en fait. Ouais. Qui m'a vraiment poussée sur le tapis. D'accord. Pour que je puisse enseigner. Ouais. En fait. Et de là, la rencontre avec un formateur. Et après, c'était embarqué, en fait. Oui, puisqu'en plus, la formation est assez longue, je crois. 4 ans. Ouais. 4 ans de formation avec un mémoire et un examen final. 4 ans de formation. Et en fait, quand on met le pied dedans, on a envie de se former toute sa vie. Ouais. Moi, je ne voulais même pas finir au bout de 4 ans, en fait. Ouais. C'est passé trop vite. Je ne voulais pas arrêter. Au début, je pensais que ça serait super long. Et en fait, il est faux, vraiment. Parce que ce n'est pas en continu, du coup, c'est des moments que tu... Ce n'est pas en continu, c'est un week-end par mois, à peu près. Ouais. Et entrecoupé de séances individuelles, parce que j'ai été beaucoup formée en individuel, juste avec mon formateur. D'accord. Et ça, c'était entrecoupé de rendez-vous
individuels et après des séminaires pendant les vacances d'une semaine. Ouais. Où là, c'était un peu plus intense en fait. Oui, puis finalement, c'est la pratique aussi, que tu fais toi aussi de ton côté, c'est qui ça, amène parce l'expérience. qu'on pouvait, on était même, on nous demandait aussi de faire ça pour apprendre bien, quoi, d'enseigner en même temps qu'on était en formation. On nous a proposé vraiment de pouvoir faire ça parce que de transmettre et de s'entraîner à transmettre au fur et à mesure de ce que l'on apprenait, de ce qu'on se nourrissait en fait. Ça a été une très 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 belle expérience. Ça fait des très beaux moments de vie, ouais. Et puis c'est toujours des rencontres avec des gens en fait. Tu perçois qu'au final le cœur du truc c'est la rencontre avec quelqu'un. Toujours. Enfin, moi c'est toujours passé par ça. Pour moi en tout cas. Mon formateur a changé ma vie, vraiment. Ma vision de la vie en tout cas. Il m'a rendu la vie en fait. Ouais, c'est beau. Ouais, il m'a rendu la vie. Et il nous l'a appris vraiment profondément parce que avant la fin de la formation, lui, il est décédé. Et du coup, il nous avait déjà transmis cet élan de vie au-delà de la mort physique en fait. Ouais. Et il m'a toujours dit que la mort révélait la vie. Et c'est vraiment comme ça que j'ai pu le ressentir. Même à travers son départ, c'est là où il nous a le plus enseigné presque. Ça a fait partie de l'enseignement en tout cas. Même s'il n'a pas fait exprès, ça a fait partie de l'enseignement, vraiment. Ça nous a profondément appris. En tout cas, le groupe qu'on était... parce que du coup, c'est quelqu'un qui est parti subitement. Et oui, en un mois. Voilà, c'était très très brutal, rapide, quoi. très brutal, très rapide. En un mois, il est tombé malade et il est parti. Et la dernière fois, le dernier enseignement individuel que j'ai eu, j'étais justement en train de lui dire que je trouvais que ça faisait 3 ans que j'étais en formation et que en fait, j'avais l'impression de toucher un peu du bout du doigt ce qu'il voulait me faire comprendre ou me transmettre. Et il m'a dit, prends ça comme un point de départ. Et effectivement, après, on a pris ça comme un point de départ pour le mettre à notre sauce et selon ce que l'on est et passer par nos filtres et nos compréhensions. Et il nous a laissé une mine d'informations pour travailler dessus, en fait. Comme un point de départ. Il se voyait comme un chercheur en yoga, en fait. Et donc, il nous a transmis ça. Et c'est bien de pouvoir en reparler, merci. Mais avec plaisir. Parce que c'est grâce à toi que j'en reparle après. Maintenant, ça fait quelques années. Et c'est vrai qu'on n'en reparle plus, mais ça fait du bien de se le remémorer, ça. Finalement, c'est aussi la confrontation à la mort, justement, dans cette formation de yoga, où du coup, tout est remis en perspective et peut-être les choses sont vues autrement aussi. C'est un autre point de vue sur le monde, en fait. Je ne sais pas comment dire, c'est ouvrir une autre porte de subtilité où la mort physique révèle la force de vie qui continue. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il m'a appris que la séparation physique ne séparait pas, en fait. Et qu'il y avait quelque chose de plus grand que ça, qui est l'énergie de vie, sous quelle forme qu'on soit. L'énergie de vie était là, en fait. C'est comme le vent, en fait, on ne le voit jamais, mais on peut le ressentir. Et cette énergie de vie, c'est pareil. Il y a des moments où on ne la voit plus sous une forme physique, mais on peut vraiment la ressentir en ouvrant des portes, quoi, de compréhension. Forcément, en ne restant pas sur ce que j'ai appris quand j'étais petite ou ce qui m'a été transmis enfant. C'est d'aller explorer le monde à sa façon, d'aller le découvrir, comme on disait tout à l'heure.
Oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça permet de sortir aussi des peurs qu'on peut avoir. Parce que quand on est confronté à des choses difficiles, et d'autant plus la mort, c'est là où on se retrouve face au mur finalement de nos peurs et de peur de tout le monde, je crois. C'est ça. Et quand on arrive à se dire que peut-être on peut vivre différemment avec ça et le voir différemment, ça enlève quand même beaucoup de souffrance, de douleur, Ouais. et, et permettre d'avancer dans la vie plus sereinement aussi. Moi, j'ai trouvé que ça enlevait du poids, personnellement, un poids, mais parce que j'ai ressenti qu'à travers la mort physique de quelqu'un qui est très proche, ou proche, peu importe, le fait de... On est confronté à sa propre peur aussi, face à soi de sa propre mort, et c'est la peur la plus importante, bien sûr, de l'être humain. Et outre être confronté à l'absence d'une voix et d'une présence physique, il y a la plus grande des peurs, c'est sa propre mort à soi. Et moi, ça m'a allégé, ça m'a enlevé un poids de me dire, mais en fait, moi j'ai l'impression que je meurs, mais c'est une forme. Ma forme change en fait. Mais mon essence de vie reste après. C'est une façon de voir les choses. Tout le monde n'a pas la même façon de la voir. En tout cas, aujourd'hui, c'est ma vision du monde. Ouais. D'être sous une forme physique avec un corps ou pas, au final, j'ai la sensation qu'il n'y a rien qui change. L'essence de vie, elle est là et elle est tout le temps là et elle sera tout le temps là, en fait. Sous plein de formes différentes. Et donc d'expériences différentes. C'est qu'une succession d'expériences, en fait. J'aime à penser ça. Oui. Maintenant, je n'ai pas d'explication. Exactement. Et puis ça permet aussi de retrouver un certain apaisement aussi par rapport à sa vie et par rapport à ce qu'on vit au quotidien et que peut-être tout ça est finalement... c'est à mettre en perspective avec ce qu'on vit et se dire qu'il y a des choses plus grandes et que finalement, pourquoi le vivre dans la douleur, autant pouvoir un peu s'ouvrir à tout ça. Sortir la tête, crainte, c'est comme si sortir la tête de l'eau un peu, de se dire... on n'est pas dans un concours de souffrance, mais de se dire, sur des petites choses du quotidien qui nous font souffrir, c'est surtout... au final, c'est surtout le sentiment de peur qui fait souffrir. Peur de n'importe quoi, d'une araignée ou de la mort, peu importe de l'intensité de la peur. C'est cette peur-là qui fait souffrir. Et pour avoir rencontré des personnes qui m'ont appris à méditer, parce qu'à travers la pratique du yoga, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont appris à méditer et qui m'ont transmis des choses qui m'ont parlé, en fait, où ça a résonné en moi. Et j'ai compris et appris que la peur était à l'opposé de l'amour. Et qu'en fait, on a été beaucoup, beaucoup élevés et conditionnés dans la peur. Et quand tu arrives à dissocier un petit peu ça, ces émotions, ces sentiments liés aussi à plein de pensées, tu retrouves la paix en toi et tu retrouves cette essence d'amour qui nous guide tous, en fait, qui nous anime en tout cas tous. Et qui un jour, je l'espère, nous guidera tous. Vraiment. Ouais. Au lieu d'être guidé effectivement par la peur et de l'autre et de tout, quoi. De l'environnement. De tout, de l'environnement et de tout. C'est retrouver aussi quelque chose une paix intérieure finalement, de se sentir un peu... on a souvent parfois le sentiment que de chercher à l'extérieur les solutions, se rassurer, trouver des personnes ressources va permettre qu'on puisse remonter un peu la pente quand ça ne va pas, mais finalement c'est à l'intérieur que la solution elle est. Et c'est quand on retrouve justement cette sérénité, cette paix un petit peu à l'intérieur et cette sécurité qu'on peut voir la vie aussi autrement et prendre un peu de recul et que les choses nous atteignent moins, quoi. Nous atteignent moins au quotidien, effectivement, mais tout est à nous, ça c'est clair. C'est là où la paix et l'amour résident en chacun d'entre nous, ça c'est sûr. Après, je crois aussi à la force des rencontres et à se tenir la main, en fait.
Et quand on rencontre des thérapeutes et des personnes sur notre chemin qui peuvent nous aider, c'est qu'à un moment donné, on a aussi peut-être besoin, quand c'est trop dans la souffrance, qu'on nous tienne la main. Pas qu'on nous dise ça ira mieux demain, parce que c'est des... Mais qu'on nous dit, qu'on accueille ça, qu'on dit oui, ça je comprends que c'est de la souffrance et c'est de la vraie souffrance, mais donner des perspectives qu'il y a autre chose. Et donner des pistes en fait de réflexion, et après les gens ils vont à la recherche de leurs pistes, ils vont faire les chercheurs, mais on se tient la main et on peut partager des pistes de réflexion. Dans ma rencontre de vie, que ce soit mon formateur, les méditants que j'ai rencontrés, les thérapeutes, à travers tout ce que tu fais aussi, les massages et tout ça, c'est des pistes, c'est que ça ouvre des fenêtres et des lumières et ça donne des pistes pour aller après rechercher, aller dans sa propre réflexion et prendre conscience en fait. C'est des pistes de prise de conscience. Et c'est des moments où on se tient la main pour que dans des brefs moments de vie, il y a la petite ampoule qui s'allume et dit « Ah mais oui, finalement ça me fait prendre conscience de ça et de ça et de ça ». Et les gens qu'on rencontre, et les livres qu'on lit, et les films qu'on regarde, et tout ça fait que ça amène des petites prises de conscience. Et le retour vers soi, puisque au final on est arrivé, on était vraiment relié à soi. On expérimente et on y revient. Ouais. J'ai l'impression que ça fait un peu ça. Ouais. Enfin, je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, tout à fait. Tout à fait. Non, c'est... Mais la solution est en soi, effectivement. Ouais. On ne peut pas demander à la personne, qui que ce soit qu'on rencontre, qu'elle change notre vie. Parce qu'elle nous tiendra la main. Elle peut nous aider, comme nous aider à traverser. Mais elle ne traversera pas à notre place. Elle ne changera pas la vie à notre place. On ne peut pas demander à quelqu'un d'autre que soi d'être dépositaire de son propre bonheur, à mon avis. Je n'ai pas l'impression que ça marche comme ça, mais en tout cas, de ce que j'ai compris aujourd'hui. Oui, c'est un petit peu des graines qu'on plante à droite, à gauche et dont on a tous besoin aussi, hein, parce qu'on est tous en perpétuelle évolution, entre guillemets, pour du mieux-être, pour se sentir mieux et balayer un peu devant sa porte les choses qui nous rendent malheureux aussi. Donc, c'est sûr que on est tous là pour interagir les uns avec les autres et s'accompagner, quoi. Et c'est ça qui est bien. Ouais. Et ça, la richesse. Oui, c'est aussi dans le fait de ne pas avoir peur de l'autre et de se donner aussi la possibilité d'aller à la rencontre des autres et pas s'enfermer chacun chez soi parce que l'autre fait peur et qu'on ne sait jamais. Parce que des fois, ça peut bousculer aussi ce genre de rencontre. Ah oui, ça bouscule. Hein. Forcément, on va peut-être aller à la rencontre de choses qu'on n'a pas trop envie de voir aussi, quoi. Si ça bouscule, c'est justement là qu'il faut fouiner. C'est qu'il faut y aller un peu plus profondément. C'est qu'il faut fouiner parce que si ça bouscule, c'est que ça vient accrocher un caillou qui est sur le chemin en fait. Donc c'est au final avec le recul, ça fait c'est important que ça bouscule aussi. Mais être aussi très gentil avec soi et bienveillant avec soi et on prend le temps qu'il faut le temps n'existant pas, on prend ce qu'il faut. On prend ce qu'il faut pour le temps qu'il faut, le rythme qu'il faut pour avancer chacun vers soi, quoi, vers sa ressource, puisqu'on l'a en soi. Non, c'est très beau. Et du coup, tu continues justement à te former, à aller voir d'autres techniques, d'autres choses qui t'intéressent en ce moment ou Oui, alors en ce moment, le petit dada de formation, on va dire, c'est que j'avais envie d'un peu plus de mouvement, de la joie en fait, d'aller vers plus de joie. Et donc pour moi, mes premiers amours, c'était la danse. Donc là, j'ai trouvé une formation de yoga danse. Et donc je suis en train de la suivre, c'est en distanciel. Ouais.
Mais je suis en train, à mon rythme, là ce qui est intéressant, c'est que je peux la faire à mon rythme, selon les moments de libre que je peux avoir entre les cours. Et là, en ce moment, c'est la formation Ouais. que je fais du yoga danse, voilà, où j'ai envie de mouvement dansé à travers les postures, mais surtout de pratiquer le yoga en musique en fait. Ouais. Et donc selon les musiques, d'avoir des mouvements qui sont plus ou moins dansés, ou voilà, les percussions m'attirent beaucoup parce que déjà je pratique toujours avec les bols chantants tibétains. Moi, c'est vraiment mon support en fait, Ouais. pendant les cours. C'est les bols chantants tibétains et les gongs. Et là, je vais rajouter la musique. Sur certains cours, je vais rajouter la musique. Après, j'ai le projet d'aller méditer en Vipassana quand même. Ça fait un moment que ça me tarabuste. Et donc là, je sens que ça commence à être mûr pour être prêt à rester 10-12 jours Est-ce que justement, dans un silence de cathédrale. Est-ce que tu peux expliquer justement ce que c'est? Vipassana, c'est une retraite en fait. C'est un moment, c'est un endroit en France ou ailleurs où ils organisent une retraite Vipassana. C'est un moment méditatif où on est vraiment, on ne peut pas faire autrement que d'être confronté à tout ce monde intérieur. Ouais. C'est un moment où on médite toute la journée et on ne parle pas du tout pendant 10-12 jours. Donc je sais que ça va être compliqué pour moi, je sais déjà. J'ai fait des retraites silencieuses, mais pas de 10 jours d'affilée. Et c'est un moment où le regard il est toujours plongeant vers le sol pour que le mental vraiment s'apaise vraiment profondément. Et on n'a pas accès au monde extérieur, donc pas le portable, pas de livre, pas d'écriture, pas de rien en fait. En fait, on mange un peu et on médite. Ouais, seul avec soi-même. Et on essaye de dormir. Et seul avec soi-même. Ouais, c'est ça. C'est ça. Même si on est nombreux à faire la retraite, eh ben oui, on est là confronté à soi. Et à total son fonctionnement en fait. Ouais. Et ça fait un moment que j'y pense et ça fait partie de mes projets. Je ne sais pas quand, mais des retraites méditatives, par contre, j'en fais régulièrement. Je vais dans un temple bouddhiste méditer régulièrement, méditer avec des moines bouddhistes, sur 4-5 jours. Ça, je le fais et je choisis volontairement, parce que là, on peut choisir, je choisis volontairement la retraite silencieuse. Je choisis de ne pas discuter avec d'autres personnes. Parce que finalement, j'alimente toujours la même chose. Donc, je choisis vraiment d'être dans le silence. Et il y a l'enseignement de méditation qu'on reçoit. Et les premiers jours sont très, 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 très compliqués. Les premières nuits, surtout. D'accord. Le jour, on est guidé en méditation, donc ça va. On est en pleine nature, ça va à peu près. Et la nuit, ça, c'est les premières nuits, on est confronté à l'agitation vraiment. Enfin, c'est là où je sens et on entend le plus l'agitation. L'agitation mentale. Ouais. Le nombre de pensées, toutes les pensées qui s'accumulent, et si, et ça, et si je fais ci, si je fais ça. Et les premiers jours, waouh, c'est costaud en fait. Enfin, chez moi, en tout cas, c'est costaud. Oui. Je ne peux parler que mon expérience. Chez moi, c'est costaud. Ouais. Et au moment où je pars, tout va bien. C'est le moment où ça s'est posé. C'est pour ça que je sais qu'il faut vraiment un laps de temps. Oui. Qu'il faut s'octroyer. Enfin, que moi, je dois m'octroyer pour que ça se pose vraiment. Que les pensées vraiment automatiques s'arrêtent et qu'il n'y ait que cette paix profonde qui soit là, très présente en fait. Et c'est le moment en général où il faut que je reparte et que la retraite est finie, quoi. Est-ce que du coup, tu arrives après à te rester dans cet état un petit peu... Au début, oui, j'arrive à être bien... on est porté par l'énergie que ça développe et tout ça. Et j'ai pas toujours la vigilance ou la discipline de rester
là-dedans, parce que je pense qu'on peut rester dans cette atmosphère. Mais j'ai pas toujours cette discipline, parce que quand je suis au contact de personnes, Ouais. j'ai envie d'y être en entier en fait. Et donc j'y suis, et des fois je me laisse glisser avec mes pensées, mes émotions, touchée par les émotions de l'autre en fait. Je suis un buvard un peu. Donc il faut que, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais j'ai besoin d'apprendre un peu plus de discipline avec moi-même pour rester le plus possible dans cet état de retraite. C'est pour ça que des fois j'y vais de temps en temps. Quand je sens que ça va plus trop là, mais là je sais que j'ai besoin d'y aller en fait. Et là je vais pas tarder à y aller en fait. En sortant d'ici, j'y vais. Là, pour faire bref, je vais pas tarder à y aller là. En sortant d'ici, je prends rendez-vous. C'est bon, je cale une date. Je prends rendez-vous. J'ai voulu y aller pendant le confinement, mais c'était fermé forcément. Donc, parce que pour moi, c'était le meilleur endroit de confinement au monde. Et oui. C'était en retraite méditative. Mais non, c'était fermé. Donc, Mais c'est vrai que le contact avec les autres, souvent, on se laisse vite prendre en fait, voilà, quand on est sensible et hop, d'un coup, on perd un peu cet alignement et cette, voilà, je me laisse embarquer. Ce côté du cœur, voilà, qui est bien ancré et tout ça, et hop, on se laisse prendre par ça et d'un coup, c'est comme si, ça s'étiolait petit à petit et qu'il faut vraiment en prendre conscience en fait. Ouais. Après, au bout d'un moment, on le ressent de toute façon. Oui. Mais on ne peut pas non plus, je me suis souvent posé la question, s'il fallait que je vive en ermite et reclus de la société pour que l'apaisement soit souvent là en fait, ou pas, mais je suis aussi confrontée à mes propres démons comme tout le monde, donc, et je pense qu'on a besoin d'être dans la vraie vie en fait, enfin dans la vraie vie. Tout le monde n'est pas fait pour être ermite et l'expérience et l'apprentissage, pour moi, il est complet quand on est justement confronté aux autres, à leurs émotions. Et c'est comme ça vraiment qu'on peut apprendre à dissocier les émotions de chacun et ne pas absorber quand quelqu'un souffre devant toi, ne pas tout absorber non plus, à faire le sauveur là pour que l'autre aille bien et que toi tu repars avec la valise. Ouais, c'est ça, bien chargé. Bien chargé. Bon, on le fait tous, je suppose, mais... Même inconsciemment, c'est même pas d'être mais dans c'est ce même pas métier-là. Conscient, voilà. C'est inconsciemment. On le fait tous à notre échelle, même en étant dans un métier qui n'a pas de rapport avec le bien-être, la spiritualité et tout ça. C'est vrai que c'est quelque chose... On le fait tous. On ne le ressent pas forcément tous à la même échelle, mais forcément, il y a des choses qui vont venir nous atteindre et qu'on n'aura pas vu venir aussi et qui... oui, c'est des schémas de fonctionnement qu'on fait tous de toute façon. Mais c'est vrai que de toute façon, le contact avec l'autre est vraiment formateur et enrichissant pour ça. C'est que c'est là où on apprend le plus aussi à cet effet miroir aussi entre quand on est dans une relation à l'autre. Voilà, forcément, il y a des choses qui vont venir nous titiller et parce que nous-mêmes, en fait, on fonctionne peut-être comme ça et on ne veut pas se l'avouer. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Donc, tout à fait. L'effet miroir, c'est énorme. C'est énorme et c'est comme ça qu'on peut prendre conscience. Oui. Parce que si on n'est jamais confronté à l'autre aussi, on apprend, on reste dans notre bien-être, plus ou moins. Et parce que c'est agréable et que on se conforte aussi dans tout ça. Dans ça. À rencontrer des gens qui pensent pareil que nous, à rester un peu dans notre petit cocon dans notre qui nous rassure. Autant on a besoin de s'y ressourcer. Oui. Je pense que c'est indispensable. Mais c'est important comme ouverture toujours d'aller vers des personnes qui ne pensent pas du tout comme soi, quoi. Parce que chacun a sa propre vérité et chacun a le droit de penser comme il pense. Et pour développer la tolérance et le non-jugement, justement, il faut aller s'y coller. Ouais. Mais quand ça atteint trop, savoir aussi qu'à des moments, notre besoin, il est de se ressourcer et de passer d'un pont à un autre comme ça, pour continuer à apprendre en fait. C'est pas en restant d'un côté de la rivière qu'on va pouvoir voir le paysage ailleurs. Non, c'est sûr. Voyager. Comme ça revient à voyager en fait.
Dès qu'on est confronté à une personne qui est différente de soi, on voyage. Et puis ça oblige aussi à mieux rester aligné justement avec ce qu'on a envie. Et voilà, c'est aussi un exercice pour pouvoir confronter un peu où on en est de nos convictions. Et que voilà, peut-être il y a nécessité aussi de pouvoir dire stop, de mettre de la distance quand c'est nécessaire parce que la personne en face, maintenant on a envie d'autre chose et que c'est pas possible. Mais je crois que c'est être à l'écoute finalement toujours de soi et de son cœur, quoi. Et moins de sa tête, ça c'est plus compliqué. Et de distinguer qui c'est qui parle. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça prend du temps Ouais, aussi. ça prend du temps. Ouais. De distinguer qui c'est qui parle. La Ouais. tête ou le cœur, Ouais, le cœur ou la ouais. tête, de qui parle à l'intérieur. Ouais. Il y a tellement de monde. Oui, c'est... Quand on est dans l'émotion, on va toujours avoir l'impression que c'est le cœur qui a parlé parce que, et en fait, la plupart du temps, c'est que c'est justement le mental qui a pris le dessus. Et, ouais, la pensée embarque l'émotion et l'émotion embarque les pensées là et ça fait un effet de tornade ça. Et quand ça vient du cœur, c'est super juste en fait. Ça nous amène pas du tout dans les émotions fluctuantes. Oui. Ça nous amène au contraire dans un lac de montagne quoi. Quand c'est vraiment juste, je trouve, ça nous amène. Voilà, ça bouleverse pas en fait. Puis on a besoin d'être confronté à l'autre pour sortir de nos sentiers battus et de nos croyances erronées ou périmées. Ou... L'autre nous fait avancer aussi dans nos croyances périmées. Ou nous faire voir que là on est dans une croyance et pas dans une ouverture possible. On a besoin de tout des uns des autres. On ne peut pas faire ça. Et on l'a vu aussi après le confinement, quoi. Ou pendant le confinement. On a besoin d'interrelations et de se voir et avec le langage non verbal et d'être avec l'autre, on a besoin en fait. Notre nature humaine, je pense. D'être relationné totalement. Ouais, d'être aussi. Ouais, c'est là où on voit aussi la partie corporelle, comme tu dis, qui a tout son importance. Le fait d'avoir les masques, de ne plus interagir de la même façon avec les gens. Que aussi et cette crainte de l'autre finalement dans le fait de s'approcher de quelqu'un. Enfin, ça met les gens à distance finalement et ça crée aussi un phénomène de peur de l'autre qui était déjà aussi, je pense, présent parce que forcément l'autre fait toujours plus ou moins peur et depuis toujours. Enfin, voilà, quand depuis on toujours, rencontre oui. des gens qui sont différents ou qui viennent un peu bousculer ce qu'on croit, nos certitudes. Mais là, c'était en plus physiquement, voilà, ça se voyait. Maintenant, il faut une distance, il faut être masqué. Et ça perd beaucoup d'humanité, tout ça, finalement, je trouve. Oui, parce que j'ai l'impression que ça fragilise. Et en isolant les gens, on fragilise les gens, en fait. On se fragilise en s'isolant. Et on commence à le ressentir, hein, parce que la peur amène du coup des réactions un peu exacerbées et parfois même violentes envers l'autre, juste parce qu'on a une hyper peur en fait. Et ça, je trouve que ça amène, c'est un cercle vicieux de souffrance et de souffrance toujours plus en fait. Et on s'en aperçoit. Et je pense que c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Oui. On est en train d'apprendre que, à force d'avoir peur de l'autre, on s'isole et on se fragilise. Enfin, pour moi, j'espère qu'on apprend ça. Et on a toujours eu besoin des autres. On le voit dans une catastrophe naturelle. Un changement naturel de situation qui peut être catastrophique pour l'être humain. Bien, on s'aperçoit que spontanément, on va vers l'autre. On vient en aide. Spontanément, on ne réfléchit même pas. Ça passe même pas par la case de réflexion. Ça vient directement du corps et du cœur. C'est ce qu'on disait, ça vient du cœur, c'est plus le mental qui parle. Ouais. C'est plus du tout le mental qui parle, c'est l'instinct. Ouais. Et c'est spontané. Quelqu'un a besoin d'aide là devant, c'est spontané qu'on va l'aider.
Et quand il y a toute une région dans cette situation, ben, spontanément, les gens vont aider les autres et vice-versa. Et là, je crois qu'on est en période de fermeture sur ça, en fait, à travers la situation. Mais j'aime penser que cette fermeture, elle est là justement pour s'apercevoir qu'on s'enferme et que c'est pas ça qu'on veut, en fait. C'est juste pour y mettre l'accent dessus et le doigt dessus. J'espère. Oui. Mais du coup, voilà, c'est aussi par ta technique et parce que ce que tu proposes aux gens aussi, de pouvoir rester toujours un peu connecté. Et puis d'autant plus avec le fait de ne pas pouvoir faire les cours en présentiel. Enfin, il y avait toujours des histoires de ça aussi. Je pense que ça manque aux gens de pouvoir échanger en présentiel finalement, d'être là sur place et de pouvoir vivre les choses ensemble, d'avoir cette énergie du groupe. Et ça, c'est dans les cours de yoga, je trouve que c'est important aussi, cette énergie-là. C'est important de pratiquer ensemble parce que ça potentialise vraiment l'énergie d'être ensemble. Mais c'était assez scotchant aussi dans le confinement parce qu'on a pratiqué via Skype. Enfin, cet outil-là, il y en a d'autres, mais moi, personnellement, j'ai fait via Skype. Et quand on aiguise sa concentration et qu'on sent une ouverture sur vraiment tellement autre chose, comme on en revient, bon, c'est exagéré, hein, mais je prends l'exemple de l'absence de quelqu'un, et quand on a perdu quelqu'un, et cette absence, elle est réelle là, mais la sensation qu'on est présent avec cette personne, elle peut être aussi très réelle en nous. Oui. Et pendant Skype, il y a des moments où moi, je pratiquais devant mon ordinateur, donc toute seule, physiquement. Donc, je parlais toute seule. Ouais. Mais je me sentais très en lien parce que je savais qui s'était connecté, en fait. Et je connaissais les personnes, cette chance-là. Et j'étais très en lien avec ces personnes. Et à travers la technologie, je me suis aperçue que ça ne nous empêchait pas, et d'autres s'en sont aperçus aussi, ça ne nous empêchait pas d'être très en lien, mais différemment. Mais un lien aussi qu'on ressent vraiment fortement, en fait. Et moi, ça m'a rassurée dans le fait que oui, qu'on soit là ou pas, on peut être en lien, vraiment profondément. Et on n'était pas à côté. Ils n'entendaient que moi. Moi, je ne les entendais pas et je ne les voyais pas. D'accord. On avait choisi cette formule où on était en direct sur Skype, en live. Mais moi, j'habite au milieu de la Pampa, donc pour qu'il y ait une connexion efficace et que je puisse avoir assez de connexion pour passer la vidéo et l'audio, eux, ils avaient coupé leur micro et coupé leur caméra. Sauf s'il y a quelque chose de particulier pendant la séance où ils me parlaient. C'était interactif, bien sûr, mais au choix, en fait. Ils remettaient leur micro. Et du coup, pendant la séance, moi, je ne les entendais pas, je ne les voyais pas, donc je déroulais ma séance. Et à la fin, on avait un débriefing. À la fin, on se remettait tous en contact, en lien, en image et en parole. Et en fait, on s'est aperçu qu'on a vécu le truc ensemble. Et ça, c'était, en tout cas pour certaines personnes, hein, c'était ça. Et ça, c'était subjugant par contre. Ça m'a conforté vraiment dans l'idée qu'on est en lien, où qu'on soit. Alors ça peut être dans un autre pays, comme ça peut être totalement ailleurs. On était en lien, vraiment. Parce qu'on était dans notre intention du moment où on faisait la même chose au même moment avec la même intention. Et ça nous a reliés. Je trouve qu'en plus ça amène ce que tu dis, une certaine forme de liberté finalement, où on peut croire qu'on peut nous enfermer, qu'on on peut se sentir obligé d'arrêter ça. Eh ben non. Et en fait, on peut avoir par ces moyens-là aussi. La technologie a ses bons côtés. Elle a ses bons côtés. Hein. Et en même temps, sans parler de la technologie, je pense qu'on peut aussi peut-être le faire même sans la technologie. C'est-à-dire de se dire à telle heure on fait ça ensemble. Ça se fait aussi de la méditation tous ensemble. Ça, je fais avec de la méditation. Voilà. Et où on peut ressentir cette énergie du groupe tout en étant chacun chez soi tout seul. C'est ça.
Et ça ouvre en plus, c'est là qu'on voit que voilà, tout ça, on se donne vraiment des limites et des barrières qui finalement n'existent pas parce que là, on est tous à le ressentir plus ou moins différemment parce qu'on n'a pas tous les mêmes ressentis, mais en tout cas, il se passe un truc tous ensemble, donc forcément, c'est ça il y a quelque chose qui existe, quoi. Et ça existe vraiment. Ouais. Et c'est pas palpable par 1 ou 2 ou 3 personnes, c'est palpable par plein de personnes. Donc, c'est pas pour ça que c'est pas vrai, en fait. Voilà, ça devient vrai. Parce que l'expérience est vécue de la même façon, donc il n'y a pas, voilà, en tout cas... Le bien-être est ressenti c'est ça. De la même façon, à plusieurs, au même moment, parce qu'on était dans la même intention. Ouais. La force de l'intention. Du coup, tout à fait. Ça nous revient à développer cet aspect-là qui est la force de l'intention. La loi de l'attraction, voilà, où on peut lire plein de sujets sur ça, mais la force de l'intention, c'est quelque chose d'énorme. Et finalement, les limites qu'on s'est créées, c'est nous-mêmes qui les avons construites, quoi. C'est ça. Parce que je crois que si on avait conscience du champ d'action qu'on peut ouvrir... c'est même, comment on peut dire, c'est même étourdissant. Je pense, si on avait vraiment la notion de notre champ d'action, c'est étourdissant. Parce qu'il n'y a pas de limite. Et il n'y a pas de limite dans l'intention contre ou dans l'intention pour. Il n'y a pas de limite. Ni d'un côté ni de l'autre. Enfin, ça, c'était une expérience assez sympa. Pendant le confinement, ça nous a pas, on a continué à pratiquer. Tous ceux qui ont... Pour certains, ils ont continué à pratiquer, ouais, ça c'est sûr. D'autres, il y a besoin, bien sûr, plus de liens physiques. Oui. Mais pour des personnes, lien physique ou pas, ça a marché. C'est une belle expérience en tout cas, parce que c'est des choses qu'on n'aurait jamais fait. Qu'on n'aurait jamais tenté, ni osé, quoi. Moi, j'aurais jamais osé faire... Parce que c'est vrai qu'il y a des cours sur Internet, mais finalement, c'est jamais en direct. C'est la plupart du temps, c'est des vidéos qu'on regarde et voilà, il n'y a pas du tout cette connexion qui se fait, quoi, parce qu'on le fait à n'importe quel moment de la journée. Tandis que là, vraiment, il y a cette intention-là d'être tous ensemble au même moment. Et oui, c'est un live, donc... et puis, avant le cours, on se parle, on se demande comment ça va... comment ça se passe et tout ça. Donc, on a échangé sur notre état d'être et notre état d'esprit du moment. Et on se donne, on se donne un fil conducteur et on est ensemble au même moment, effectivement. Et c'est ça qui fait la différence, en fait, par rapport à une vidéo que tu regardes de temps en temps, où là, ça va être plus corporel. Et... Oui, c'est toi avec toi, finalement. Oui, c'est toi avec toi. Mais l'autre est porteur. Bon, la force, c'est d'être ensemble. Ça, j'en reste convaincue. Mais c'est vrai que le yoga est quand même puissant par rapport à ça, je trouve, parce que ça peut permettre vraiment de créer quelque chose ensemble et par le mouvement et par la connexion à soi. Et il y a quelque chose de beau dans le yoga par rapport à ça. C'est une technique quand même qui ouvre à beaucoup, beaucoup de choses dans la simplicité finalement. Oui. Parce que c'est pas forcément des choses extraordinaires. Et en plus, il y a tellement, comme on disait, de yoga différents finalement, avec des choses des fois très compliquées ou qui peut paraître hyper physique, en tout cas dans le corporel, et à la fois un côté finalement où toi tu peux t'adapter même à des gens qui vont être malades, qui vont être avec des handicaps ou qui vont pas avoir la même mobilité, ou l'âge aussi, parce que finalement tu peux pratiquer avec des personnes jusqu'au dernier souffle, parce que tu vas travailler sur le souffle. Et, Carrément. Oui, j'ai déjà travaillé avec des personnes sous oxygène, par exemple. Ouais. Oui, carrément. Hein. De toute façon... Et de travailler sur le souffle avec ces personnes-là, c'est d'autant plus... magique. C'est magique parce qu'on voit les effets... instantané en fait de l'oxygénation du corps et de l'apport d'oxygène vraiment de façon réelle. Ouais. Un mieux-être. Ah oui, un mieux-être
immédiat en fait. On n'attend pas de recevoir le colis, quoi. C'est un bien-être immédiat, c'est quelque chose d'instantané et c'est quelque chose qu'on se permet de vivre, parce que c'est, même si on guide quelqu'un, la personne, elle se permet de le vivre. Elle s'octroie le droit de le vivre. Donc, c'est ça qui est beau et qui est intéressant. Parce que nous, moi, je pourrais accompagner quelqu'un, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie, quoi. Oui, si tout est verrouillé... Et puis, on forcera personne, et puis, largement pas. Être à l'écoute de chacun et de là où on en est, mais la personne qui s'octroie le droit de le vivre, chacun amène son propre bien-être, son propre chemin du bonheur en fait. Et c'est une des techniques qui peut aider. Je pense qu'il y en a plein d'autres, mais celle-là, elle peut aider aussi. En tout cas, moi, elle m'a aidée. Elle m'aide tous les jours. Ouais. Parce que c'est pas fini. Ouais. Le chemin n'est pas fini, mais elle m'aide tous les jours. Même, voilà. Les prises de conscience, c'est tous les jours. Tout le temps. Finalement, c'est arrivé dans ta vie, voilà, pour aller bousculer plein de choses. Et plein de croyances, je pense aussi. Ça a bousculé plein de croyances qui toutes ne m'appartenaient pas. Parce qu'on te le dit, tu le crois, et ça m'aide à le passer par mon filtre, ma compréhension des choses en fait. Parce que tu le vis dans ton corps, donc tu ne peux pas te mentir. Ton corps, il ne ment pas, il vit l'instant présent. Il ne peut pas mentir en fait. Lui, il te raconte plein d'histoires, mais lui, non. Donc, faisons confiance à notre corps. Surtout quand on ne l'aime pas trop. Il faut lui faire confiance. Lui, il a trouvé plein de solutions pour nous parler, en fait. Parce que c'est magique, la constitution de l'être humain. Donc, écoutez votre corps. Si j'ai juste une phrase à dire, écoutez votre corps. Dans ce que l'on mange, dans ce que l'on boit, dans la façon dont il réagit, comment il se protège, voilà. Merci en tout cas de toutes tes questions. Mais de rien, avec grand plaisir. Je trouve que c'était un bon moment. On va s'arrêter là si tu veux. Oui, je veux bien. Je crois que c'est une bonne conclusion, voilà, que tu nous as faite. Écoutez votre corps. C'est ça. Un beau message en tout cas transmis à travers toi. Donc j'espère que ça parlera à plein d'autres personnes et que ça aiguisera la curiosité pour aller découvrir des techniques et un petit peu s'ouvrir à d'autres choses dans des périodes où on n'est pas forcément bien et où on a peut-être besoin de solutions. Ouais. Et des fois, voilà, on regarde une vidéo et on se dit, tiens, pourquoi pas. Ça en est une, parmi plein d'autres, mais ça en est une aussi. Ouais. Donc c'était très beau. Merci en tout cas de ce partage et de t'être confié à moi aujourd'hui. Merci à toi de ton invitation surtout et de ce moment de discussion. Avec grand plaisir. Cette vidéo est à présent terminée. Vous pouvez la liker si vous l'avez appréciée, la partager si vous pensez qu'elle peut parler à d'autres, la commenter, je serai très heureuse de vous lire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne afin de me soutenir dans cette belle aventure. Je vous dis à bientôt.